L'aqueduc fait 27 km. Il serpente 27 km et il y a 8 mètres d'écart entre la source là-haut et carré. Il y a 8 mètres d'écart. Alors je vais faire le calcul. Bénéral me demande j'ai dit, vous savez combien est-ce que ça fait sur 100 mètres? Ça fait pas beaucoup. Ça fait moins, ça fait 0,30 cm. 0,28. 0,28. Ça fait 0,28. Et c'est incroyable. Vous savez comment ils faisaient ça, les Romains? Et ouais, les Romains, ils avaient une grande planche de bois qui devait faire en fait 3-4 mètres. Ils faisaient une petite rainure à l'intérieur. Et ils avaient juste qu'à poser un tout petit peu d'eau. Un niveau. Et impressionnant. Ouais. Et les Romains en fait vont administrer le territoire. Et donc il y a eu, alors un aqueduc c'est une conduite d'eau. Hein. Là ils ont même construit un tunnel. Carwagel. Le tunnel de Carwagel, ils ont construit également parce qu'à un moment donné en fait il y avait une colline et ils étaient obligés de faire un détour de presque 3 km. Et il y avait deux solutions. Soit ils faisaient le détour de 3 km. Je fais ma révision pour demain en même temps. Hein. C'est bien. C'est bien. Ou alors ils devaient faire un tunnel. Et ils ont fait un tunnel qui fait à peu près 900 mètres de long. Il y a encore une des bouches du tunnel, qu'on va voir avec les élèves demain. Et donc le tunnel, aujourd'hui il est bouché, mais et ils ont démarré en fait en 3 endroits différents. Et à l'endroit où en fait ils se rejoignent, on voit les coups. Ils avaient zéro GPS, ils avaient zéro laser, etc. C'est fou. Il y a quelques centimètres entre les deux zones où on voit les parois, et on voit, c'est extrêmement émouvant, hein, tout à l'entrée, on voit encore les coups de pic. Des gars qui ont fait ça en fait. J'ai pas terminé parce qu'en plus, pour terminer, les Romains avaient la possibilité simplement de terminer par une conduite d'eau comme ils faisaient. Vous voyez ça à côté du Décathlon à Carré. Et ils avaient aussi la possibilité, soit de terminer tout simplement par une canalisation, mais comme ils voulaient montrer qu'ils avaient la classe, ils ont terminé effectivement par un pont aqueduc, un peu comme le pont du Gard, mais avec simplement une rampe, je crois que c'était de une centaine d'arches, et qui arrivait effectivement donc jusqu'au centre-ville de Carhaix. Et ça, on n'en a jamais vu la moindre trace. Et quand il y a eu effectivement donc le manoir de Cléompeste qui a été détruit, l'archéologue est venu et a dit il devait y avoir des piles là-dessous. Il a tout fait enlever en fait la bâtisse. Ils ont décapé et ils ont retrouvé ce que Yves Ménez, le gars qui a fouillé ici, il avait dit je suis sûr que là il y avait un pont aqueduc pour amener l'eau en fait jusqu'à Carhaix. Et on a retrouvé effectivement des piles de 2 mètres de large, par 2 mètres de large, tous les 4 à 5 mètres. Et donc il a calculé qu'il y avait à peu près en fait une centaine de mètres en fait, pour terminer le pont aqueduc. Je termine maintenant pour revenir à la cloche. Oui. Les Romains, 476 après Jésus-Christ, vous avez pris ça à l'école, fin de l'Antiquité, les Romains perdent et donc les invasions barbares donc, arrivent. Donc les Germaniques donc envahissent un petit peu partout. Et vers 476, eh bien l'île de Bretagne qui était également romaine et peuplée également donc de Bretons. Ici nous on était des Armoricains qui avaient été également romanisés, mais on était toujours d'époque celtique parce qu'ils n'avaient pas tous été éliminés, ils avaient accepté la domination romaine. Eh bien ici on devait continuer à parler certainement l'armoricain. Et l'armoricain qui était parlé à l'époque de la statue et à l'époque des Romains a continué à être parlé. Seuls quelques riches Romains parlaient sans doute le romain et encore, moi j'ai des doutes. Et ce qui s'est produit c'est qu'en 476, Rome s'effondre. Et les autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? On a été ici obligés de se débrouiller par nous-mêmes. Et on a continué à faire ces voies commerciales qui existaient. Et on était en lien avec nos cousins qui étaient sur l'île de Bretagne, qui sont aujourd'hui les Gallois, etc. Et ce qui s'est produit, c'est que, parce qu'il y avait des attaques un petit peu plus au nord, eh bien, il y a beaucoup de Bretons qui étaient sur l'île de Bretagne, qui notamment ont été attaqués par les Angles et les Saxons qui venaient d'Allemagne. Plutôt que de vivre avec eux, eh bien, par convoi entier, ils sont passés de l'autre côté. Vous connaissez tous Lancieux? Oui. Moi j'ai fait l'hippodrome. Ouais. Eh bien moi j'ai fait des visites avec on a fait avec les 5e, on allait donc à Lancieux auparavant faire des sports d'eau et j'aurais fait une visite d'idée de Lancieux et j'aurais dit Lancieux, si vous avez Saint-Cieux, vous rentrez dans l'église, on voit Saint-Cieux qui est sur un bateau, c'est de cette époque-là. Il part de l'île de Bretagne, il arrive. Hop, il s'installe au niveau de Cieux, ça va donner Lancieux. Puisque j'ai la chance de rencontrer un éminent de l'histoire, est-ce que tu es capable de nous donner, toi, ta définition de l'arrivée de Saint-Séphoréens sur le sol breton? De manière évidente. Ouais. Alors, ça les intéresse. Alors, je vais vous expliquer.
Je vais d'abord prendre avec vous, avec votre local, pour vous réaliser un tout petit peu ce qui s'est produit. Entre 400, c'est ce qui est le plus dur à expliquer aux élèves. Moi, il me faut 3 fois en 5e pour que les élèves comprennent. Entre 400 et 600, ça a été un bazar total. Et le christianisme s'était imposé dans l'Empire romain. Et comme tout s'était effondré, imaginez qu'il y ait un effondrement total de la société. Sur qui on allait compter? On allait compter sur quelques chefs politiques, quelques chefs religieux, en disant, vous inquiétez pas, nous on va pas vous laisser tomber. Et comme ils voyaient qu'il y avait des attaques qui arrivaient en fait des Angles et des Saxons qui étaient sur l'île de Bretagne, ils se sont dit, on va tous partir. On va prendre tout le groupe, et on sait que de l'autre côté de la Manche, eh bien, il y a l'Armorique, et on va pouvoir en fait s'y installer, parce qu'il y a nos cousins qui sont juste à côté, et on va pouvoir se défendre, et on va pouvoir être donc davantage protégés. Et notamment, c'est la légende du roi Arthur. Arthur vit à ce moment-là. Et les Bretons qui sont là, je vais prendre l'exemple de Brieux. Si vous remontez dans la légende, et c'est pour ça qu'il faut aller à la vallée des Saints, parce qu'autour de la mode féodale, vous avez tous les saints fondateurs de la Bretagne. Brieux, dans la légende, il est né sur l'île de Bretagne. Il est parti avec ces gens en disant, alors c'est comme l'église qui est ici, il y avait des églises qui étaient en bois à l'époque, mais ils ont dit voilà, on va partir d'ici, mais on va prendre tout ce qu'on a avec nous, notamment les cloches. Il est probable que la cloche qui est là, en fait, elle vient de l'île de Bretagne. Voilà. Elle vient en fait de l'actuelle île des îles britanniques. Et ce qui s'est produit, c'est que pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas amené l'église avec eux? Parce qu'elle était en bois. Donc ils l'ont laissé. Mais par contre, ils ont dû amener probablement leur statue, ils ont amené leur cloche, ils ont amené en fait tous les éléments symboliques et hyper importants. Et ils sont tous montés sur des bateaux qu'on appelle des curagues. Ce sont des bateaux en fait en peau de cuir et en structure en bois. Et donc tous ces bateaux-là, en fait, sont arrivés ici, mais pas en une semaine. Hein. Non, ils ont mis 300 ans. C'est-à-dire que par groupe entier de Bretons, ils sont partis de l'île de Bretagne. Ils sont arrivés là. Ils sont arrivés à Pléneuf-Valandré. Ils sont arrivés à Lancieux. Ils sont arrivés donc à Saint-Brieuc, avec Brieux. Ils sont arrivés également à Saint-Paul-de-Léon. C'est Paul qui est arrivé.